Félix Tshisekedi qui disait que la situation d'aujourd'hui n'est pas la même que celle qui prévalait avant les dialogues des Sun City. Est-ce par déduction, il voulait dire comme Larousse sur ce plateau qu'il ne voit pas l'urgence de ces dialogues? Bon, moi je pense que les gens qui disent, comme mon co-débatteur est en train de dire, qu'ils ne voient pas l'opportunité, soit l'urgence de ces dialogues, moi je pense qu'il faut être déconnecté de la réalité. Le dialogue aujourd'hui, c'est une imposition. Et ce n'est pas vous qui allez imposer ces dialogues. Et ce n'est pas nous qui allons imposer ces dialogues. Les dialogues s'imposent. Nous disons que les dialogues actuellement, c'est le nec plus ultra. C'est le mieux à faire. C'est une panacée pour résorber toutes les difficultés. L'ennemi aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois, qui n'a même plus de victoire sur des petits villages. Donc, où ils sont en train de reculer jour après jour. Grâce à l'interventionnisme occidental. Donc, merci. Hein. Et ça... C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais j'apprécie. C'est Moïndo Zangui. Non, pourquoi je veux marquer ça? J'apprécie. Quand je vous dis que sur le plan diplomatique, on fait des avancées, vous dites non. Alors là, vous dites grâce à l'interventionnisme. Mais ça arrive par rapport à quoi? Est-ce qu'on a croisé les mains? Non. On travaille. On fait un travail remarquable. Merci de les reconnaître. Est-ce qu'on ne se leurre pas? Pardon? Est-ce qu'on ne se leurre pas? Absolument Jusqu'où pas. ces avancées diplomatiques vont-elles aller? Une nation a des instruments. Il y a l'armée, il y a la diplomatie. Donc, il faut faire fonctionner toutes les batteries. Bon, je ne sais pas si je ne suis pas expert en numérique. Je ne sais pas s'il y a une façon de réguler. Mais pour moi, comme je suis néophyte en ces domaines-là, moi, je pense que cette démarche-là, elle est bellissime. Et moi, je coup de chapeau à Louis France de poursuivre ces démarches. La question se pose, puisque sur ces plateformes-là, la dépravation de mœurs est telle que, qu'on se dise, soit on recule, soit on ferme. Donc voilà, il n'y a pas 3 solutions. Soit c'est la régulation avec beaucoup plus de fermeté, ou on ferme. Vous êtes décideur, vous optez pour quel choix, pour quelle option? Et il faut toujours laisser la place au débat dans ce sens-là, puisque les gens sont responsables aussi. Parce qu'il faut aussi rappeler la colère des utilisateurs depuis que ce débat a été jeté dans l'agora sociopolitique congolaise. Personnellement, je pense que pour le bien de la nation, si la mesure salvatrice serait de fermer, la colère des utilisateurs importe peu. Votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place, au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antilles vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa.
Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Le train du dialogue national inclusif est bel et bien en marche et il se tient en coulisses et l'officialisation se fait toujours attendre. Et à cet effet, nous allons, au travers de cette tribune, orienter les débats de manière à ce que le voile soit levé. Il nous faut, poser les préalables à ces dialogues, montrer les risques et l'équation qui semble être impossible lorsque l'on parle d'un dialogue exclusif, tout en fermant la porte à ceux qui ont pris les armes contre la République. Au cours de cette émission, nous allons crever l'abcès en revenant justement sur ce qui doit être évoqué et mentionné, les dialogues vers un arrangement politique ou vers un consensus pour la refondation de notre État et même la reconversion de certains leaders politiques. Il est important, il faut que la vie publique soit moralisée, même si certains acceptent difficilement qu'on peut moraliser la vie publique. Oui, mais ceci passe par 3 ou 4 étapes, oui, pour pousser la réflexion vers cette conversion morale. Il faut l'exemplarité, la transparence, le passage de l'ambition à la vocation, en faisant entendre les services qui doivent être rendus pour ceux qui aspirent aux charges étatiques, l'institutionnalisation, voulais-je dire, de la vertu et une réconciliation entre l'éthique des convictions, c'est que l'on croit juste, et l'éthique des responsabilités, les conséquences de nos actes, comme l'avait bien analysé Max Weber. Vous faites bien de nous choisir, vous êtes sur Politique, la force du détail. Restez avec nous jusqu'à la fin, car il y aura de quoi se mettre sous la dent avec les intervenants en plateau qui sont avec nous pour décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. On a pour une heure d'antenne sur ce plateau Marcel Kadimbakei. Il est cadre de piste pour l'émergence de cette Kikouni. Comment allez-vous? Vous faites partie du cadre de concertation des forces politiques et sociales dont on a vu les nouvelles mises en place. Comment se porte d'abord votre parti et votre leader qui est en exil? Merci beaucoup, M. Gédéon. Je vais commencer par parler d'abord de notre parti politique. Notre parti politique se porte très bien. Nous sommes dans malgré la tension, justement, malgré la menace qui pèse sur vous. Malgré la menace qui pèse sur nous, malgré l'épée de Damoclès du pouvoir abject,
Notre parti se porte très bien. Nous sommes dans une équanimité totale. Nous sommes vraiment flegmatiques. Et notre président national, où il est en exil forcé, je pense que c'est un monsieur stoïque. Il tient les coups. C'est un monsieur placide et impavide. C'est quelqu'un qui n'a jamais craint quelque chose. Parce qu'ici à Kinshasa, s'il ne craignait rien, même pour sa vie, pourquoi aurait-il levé l'option de quitter le territoire national pour aller en exil? Il a été plusieurs fois menacé. Quand même, tu sais qu'il a été jeté en prison parce qu'il n'avait rien fait. Et après, on l'a chassé de cette prison-là. Après la prison, parce qu'il a exprimé le rôle d'un opposant en participant à une réunion politique de l'opposition. Alors que la constitution de notre pays consacre la liberté des réunions, la liberté d'expression, la liberté des pensées. À son retour de Nairobi, il a été appréhendé, jeté dans un cachot clandestin souterrain. Et après, on l'a confisqué son téléphone, on l'a confisqué son passeport, et il a été objet de plusieurs menaces. Alors, parce que c'est un être humain, parce qu'il doit aussi sauver sa peau, parce qu'on ne peut faire que la politique lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on est vivant. Parce que si on meurt, on ne fera plus la politique. Alors que le destin de ces pays fait aussi confiance à l'apport de cette Kikuni. Donc nous accompagnons. Nous avons une vision politique, nous avons un projet de société. Donc il doit être en bonne santé. Est-ce qu'aurait-il des informations comme quoi on en voulait à sa vie, on voulait le réduire totalement justement, au ce silence? Ce sont des suspicions qu'il ne faut pas rejeter parce qu'en sociologie politique, on vous dit il faut toujours faire confiance et croire au sens commun et aux informations gratuites. Il ne faut pas minimiser. Vous avez vu un laudateur du régime qui pérorait dans tous les médias. Cette Kikuni doit être arrêtée, cette Kikuni doit être jeté dans la prison parce qu'il a pactisé avec les mouvements subversifs. Je ne sais pas les mouvements subversifs c'est quoi. Faire une réunion de l'opposition, c'est un mouvement subversif. Je ne sais pas, vous les connaissez, c'est je voulais dire, c'est greffin politique. Est-ce que ces informations, ces bris d'informations ne tiennent pas la route parce que ceux qui étaient avec cette Kikuni au conclave de Nairobi sont encore ici à Kinshasa. Ils se promènent sans pour autant se faire inquiéter. Je parle de Franklin Chamala, secrétaire général du LGD de Matata. Bon, le problème, c'est que cette Kikuni a joué un rôle très important. Lequel? Mais ça revient au même, et tous ont participé. Il a joué le rôle de porte-parole de ces mouvements au sortir de ces mouvements-là. Alors, c'était un personnage, soit une personne ciblée, parce qu'on savait que lui, au moins, avait bénéficié d'une audience et échangé avec Joseph Kabila pendant plusieurs heures. Et donc, c'est vraiment une poursuite ciblée. C'est comme ça. D'ailleurs, vous vous dites que Franklin Chamala est celui. Franklin Chamala passe à la télé. Franklin Chamala s'exprime. Mais on ne l'a jamais arrêté. Je ne dis pas qu'il est en mèche avec le pouvoir. Je ne dis pas qu'il se mêle dans l'entambouille des fortunes de pouvoir. Mais cette Kikuni, lorsqu'il se prononce, ça fait bouger les lignes de chambellan du roi. Et du coup, il se sent en insécurité. C'est comme ça que, pour sauver sa peau, il était utile pour qu'il puisse se retirer quelque part afin de continuer de faire la politique. Parce qu'on ne fait jamais la politique en étant enterré. On fait la politique lorsqu'on est vivant, lorsqu'on est en bonne santé. Lors de son séjour à Bruxelles, il avait été pris à partie par un groupe d'individus. Est-ce qu'il y a-t-il une plainte à ce sens pour faire entendre raison et justice? Justement, il y a une plainte. Et d'ailleurs, nous étions contents parce que, vous savez, les chambellans du roi, parce qu'ils mangent dans tous les râteliers, ils n'hésitent pas à exposer leur capacité cacostomique. C'est-à-dire qu'à l'emporte-pièce, ils peuvent dégager la mauvaise haleine, n'est-ce pas, de la tolérance politique. Donc, cette Kikuni, quand ils ont été agressés avec ses compères, vous avez vu comment est-ce qu'il était calme, imperturbable, placide, sans être inquiété. Il leur a démontré que, messieurs, vous pouvez m'agresser, mais sachez que moi, je porte, n'est-ce pas, les espoirs de tous les Congolais. Il y a certains qui croient en moi, et donc je ne peux pas être perturbable par vous, les petits messieurs, qui pensez que l'État vous appartient, qui pensez que tout ne coule pas, tout ne passe pas, tout
Je ne sais pas, reste à votre Résiste portée. C'est-à-dire autant. voilà, justement. Donc, ça, nous avions été contents de voir cette image-là, parce que nous croyons encore fermement que... Ça vous a galvanisé quand Justement, vous l'avez c'est vu vraiment à un bon Bruxelles. général. Merci beaucoup. On reviendra tout à l'heure sur le credo que vous portez pour la refondation du Congo et surtout dans le cadre des concertations politiques et sociales avec André Claudel Loubaya, ancien député et gouverneur. Nous avons aussi sur ce plateau une tête pensante. Il est cadre de l'UDPS, parti présidentiel, Larousse Mouya. Comment allez-vous? Et le parti présidentiel qui vient de fêter le 44 ans d'anniversaire, sous quel signe ce nouvel anniversaire a été placé? Merci déjà de me recevoir. Merci à tous nos compatriotes qui vont nous suivre depuis leurs écrans, depuis chez eux. Merci à mon co-débatteur. J'espère qu'on va avoir un excellent moment de vérité. 44 ans, 44 ans de lutte pour la démocratie. C'est énorme. C'est énorme. Pour les idéaux qui fondent la démocratie, qui fondent le progrès social. Et aussi, pendant ces longs cheminements, beaucoup de martyrs sont tombés par rapport à ce qu'on porte comme idéaux. Ces moments de festivité s'est passé dans une forme d'ambiance bon enfant, dans un esprit fraternel. Et surtout, tous ceux qui ont pris la parole, le cadre du parti comme les mandataires des entreprises de l'État qui ont parlé, ils ont porté un message spécifiquement d'abord sur l'unité, et puis ils ont rappelé les idéaux qui ont fondé la conviction de ce que l'UDPS aujourd'hui, ce qu'on a connu comme bataille, ce qu'on a connu comme martyr, ce qu'on a connu comme combat. Aussi, ils ont rappelé la responsabilité qui est la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes la première force politique du pays. Cela ne fait que renforcer, augmenter la responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis de notre patrie. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il avait été rappelé aux membres du parti, en commençant par tous les militants jusqu'au cadre, que c'est comme ça qu'on doit marcher. Par rapport à nos actions, par rapport à nos paroles, on doit ressaisir encore au fond de nous l'ambition qui est la nôtre, qui est celle de porter cette nation à vivre un progrès social assez pour tout le monde, ou à un moment donné où personne ne sera plus jamais sur ce bord de chemin. Donc c'est le mot qui avait été porté en commençant par le secrétaire général et président intérim, l'honorable Augustin Kabouya, qui avait ouvert le mot d'introduction, et puis tous ceux qui ont suivi, c'est dans ce sens-là qu'on a parlé. Voilà. Et quel bilan faites-vous de ce 44 ans d'anniversaire sur deux tableaux? J'ai dans les tableaux d'avant la section pouvoir et les tableaux où l'UDPS accède au pouvoir avec la cérémonie des remises solennelles célébrée le 24 janvier 2019. Y a-t-il un grand écart où le leadership n'est plus les mêmes? Je veux répondre. 44 ans, l'histoire de l'UDPS, de notre parti, se confond à l'histoire de la patrie. C'est le parti qui est venu après le parti État. Et si vous suivez... L'histoire de l'UDPS commence quand pour placer les choses dans leur case? Enfin, la lettre de père fondateur et tout, au maréchal Mobutu, les 12 parlementaires et tout. Mais avant ça, la conviction était déjà. Mais je ne vais pas révéler... Parce que l'UDPS, au départ, fit un groupe de réflexion, membre du parti État MPR. C'est de là que l'histoire est partie avant le choix de l'opposition. Soyons dans la dénomination. L'appellation du parti effectivement fondé, c'est sur base de ça que nous parlons de ces 44 années. Donc, je disais que l'histoire de notre parti se confond à l'histoire de la patrie congolaise. Puisque une bonne partie des politiciens d'aujourd'hui qui ont créé leur parti politique, qui sont dans d'autres formations politiques ou tendances, je vais dire, ont eu à faire partie de l'UDPS. C'est une forme de vivier qui a formé des esprits qui ont contribué à dessiner l'avenir de cette nation et à nous conduire là où on est, tant bien que mal. Donc voilà. Effectivement, nous avons une responsabilité qui est à la fois lourde devant l'histoire et lourde devant nous-mêmes. Par rapport à nos succès, par rapport à nos échecs. Les choses ont été faites. À un moment donné, il fallait mener un combat, on l'a mené. À un moment donné où maintenant il faut diriger, on dirige avec nos forces et nos faiblesses et avec le défi qui se présente devant nous. Mais surtout, ce que nous gardons à l'esprit, c'est la conviction de l'ambition que nous portons.
Donc voilà, faire de cette nation l'une des plus grandes au cœur de l'Afrique. Est-ce qu'on y est aujourd'hui? Qu'est-ce que vous appelez échec? Qu'est-ce que vous appelez réussite? S'il y a quelqu'un qui vous dit que tout a été bien fait dans une entreprise, alors il a menti. S'il y a quelqu'un qui vous dit, même quand il y a des échecs visibles, que non, tout a été mal fait, il a menti. Donc, on a réussi pas mal de choses. Je veux m'atteler sur la question de la diplomatie. Je veux évoquer la question de la défense. Je vais évoquer la question d'ordre économique où nous avons un budget qui est en train de monter aujourd'hui. Donc voilà, où nous avons des partenariats qui sont clairement établis aussi au vu de tous, où la République est en termes de ses caisses est en train d'aller de l'avant. Ça, ce sont de réussites qu'il faut mettre sur les comptes de l'UDPS, même si j'aime pas parler en termes où on verrait comme si les secteurs ils parlent pour le compte de son église, mais effectivement, comme on parle de l'UDPS, effectivement, il faut dire, il y a des succès qu'on a engagés sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, qui étaient des défis assez énormes pour notre nation. Parce que, souvenez-vous, lorsqu'arrivent les chefs de l'État au pouvoir, les RDC n'étaient presque plus sur la scène internationale. Ils devaient faire revenir la nation. Et pourtant, il a hérité d'un pays entier avec une caisse et tout ce qu'on peut citer. Il y a beaucoup de commentaires à faire. Moi, j'aime quand c'est factuel. Vous voyez aujourd'hui les militaires, comment est-ce qu'ils célèbrent l'augmentation de l'air seul. Allez voir les fonctionnaires de l'État, ils vous diront ce qu'ils ont eu comme augmentation. Allez voir tout ce qui était là comme nouvelles unités ou qui n'avaient pas été mécanisées, qui vous diront comment est-ce qu'ils sont mécanisés. Ce sont des efforts assez considérables. Regardez en termes de route, regardez en termes sur le plan de notre appareil de défense, ce que nous avions avant, ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas photo. Sur le plan diplomatique, nous étions quasiment morts sur la scène internationale. Quand le chef de l'État est revenu, il fallait faire revenir les RDC sur la scène internationale. Il n'a pas cessé de faire des allées-venues. Certains commentateurs ici commentaient, bon, il vit dans des avions, il voyage tout le temps, mais il ne savait pas ce qu'il faisait. Aujourd'hui, résultat, nous siégeons au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous siégeons au niveau de l'OIA, et bientôt là, on va prendre la tête, en tout cas si Dieu le veut, de la francophonie. Et ça ne fait que aller de l'avant. Nous avons le deal avec les Américains qui, sur le plan économique, est un bon en avant. Les paradigmes économiques nationaux a été changé. Tant de réformes en matière fiscale qui vont garnir les caisses de l'État. Tout ça, il faut le dire. Donc voilà, moi je ne suis pas de ceux qui s'arrêtent pour voir les points où les actions décisives n'ont pas encore été menées. Non, je vais indexer surtout le point où, parce que c'était là que la nation avait effectivement besoin. La question de la défense, la question de la diplomatie, la question d'ordre économique, on est en train d'améliorer effectivement. Donc voilà, c'est là qu'il faut indexer et mettre la lumière. Hier, le parti de Martin Fayoulou a organisé une messe à la paroisse Saint-Joseph dans la commune de Kalamou en mémoire aux victimes de la marche qui a été réprimée dans le sang le 1993-98 sous le régime Mobutu. Et dans son tweet, le leader de la Mouka insiste que 32 ans après, les défis demeurent. Et curieux que cela puisse paraître après la marche, on a vu certains ténors de la Mouka être pris à partie, le cas de ADD Congo avec son président Prince Epenge, et cette attaque est attribuée à l'UDPS, à la force du progrès. Est-ce le combat pour lequel vous avez mené, est-ce que c'est celui-là? En 30 secondes, rapidement. Je n'ai pas vu, quelque part, où il avait été décidé au sein de la force du progrès qu'il fallait aller attaquer Prince et Epenge. Je n'ai pas appris. Et je parle avec certains, puisqu'ils sont mes camarades du parti. Je n'ai pas entendu qu'au sein de leur entité, au sein de la force du progrès, qu'il avait été décidé des actions sur certains politiques au niveau national. Et même quand ça s'est passé, je n'ai pas vu quelqu'un jubiler, puisque parfois, nous faisons partie de même groupe d'échange et de forums de discussion. Donc, vous savez quand même que la force du progrès est au cœur d'un vif débat ces dernières années à République du Congo. Elle est caractérisée par les attaques à certains individus. Ceux qui sont auprès de l'uniforme vous diront la stratégie qu'on appelle de mener des actions sous bannière de l'autre. On peut s'afficher avec un t-shirt écrit « en force du progrès » ou une sorte de bannière. Mais est-ce que c'est vraiment la force du progrès? Il faut aller jusqu'au fond de la question. Donc voilà, c'est facile de dire les choses. Je vous donne le fait. L'attaque de la résidence de Gelem
à Gombe, attribué à la Force du Progrès, avec un des ténors, Ngandou, quelque chose comme ça, qui vient d'ailleurs d'être libéré après avoir écopé d'une année de quelques mois de prison. Et ça encore, c'est pas l'IDPS. Vous allez encore essayer de vous disculper. Non, non, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être factuel. On est sur le fait. Là, ceux qui ont mené ces attaques ont été conduits devant leur juge naturel, ils ont été jugés, et ça a été établi qu'ils sont membres de la Force du Progrès, mais c'était des éléments incontrôlés. Un an, et après, ils sont libérés. Ils ont été condamnés. Pourquoi pour super? Ils ont été condamnés. Je n'ai pas appris qu'il y avait mort d'homme. C'était des actes de vandalisme quelconque. Voilà. Donc, ils ont été condamnés, ils ont purgé leur peine. Voilà. C'était des éléments incontrôlés. Ce n'est pas parti d'une forme de décision de leur organisation. Donc voilà. Et quelqu'un peut faire quelque chose, c'est pas parce qu'il travaille pour vous, et c'est votre entreprise qu'il a délégué de commettre cette action. Donc voilà. Mais au moins, on a vu que la justice a été appliquée, ils ont été punis, ils ont passé les temps qu'ils devaient passer, incarcérés, terminé leur temps d'incarcération, ils sont sortis. C'est ça aussi la justice. Allez, merci beaucoup. Larousse Mouya de l'UDPS, merci d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes prêt à pied levé. C'est ça, être véritablement combattant. Merci de l'honneur que vous nous faites. Je voudrais, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'accorde 2 minutes à chacun pour épiloguer sur ces sujets qui est au cœur d'un vif débat en ce moment, la suppression du compte social TikTok, plainte portée par notre confrère journaliste Louis-France Kouzike-Santuntila, qui pense que TikTok doit être fermé pour tous au regard de la dépravation de mœurs, la montée des injures et la vulgarité que cela suscite depuis un certain moment sur ces comptes, ces réseaux sociaux. Est-ce, voyez-vous, l'urgence? Bon, je voulais d'abord en venir dans ce que mon ami venait. Faites-le très rapidement. Je vous réponds d'abord et puis je reviens sur... voilà. Bon, je pense que moi, je considère qu'il a raison. Il a raison. Parce que TikTok, c'est vraiment un sanctuaire de dépravation des mœurs. C'est-à-dire que moi, d'ailleurs, j'ai un compte TikTok, mais vous ne vous y intéressez pas. La dernière fois où je me suis connecté. Voilà. Et donc, je voulais emboîter les pas de ceux qui sont devenus des stars en TikTok, mais quand je regarde les contenus, ça me donne le dégoût en fait, de poursuivre cette démarche-là. Et donc, pour moi, je pense que c'est une idée vraiment réfléchie. Et un intellectuel, au vrai sens du mot, ne peut que penser comme ça. Donc, coup de chapeau. Et en quoi TikTok, c'est un problème? C'est un problème parce que... Est-ce l'usage ou le compte ou le réseau social? C'est l'usage, en fait. TikTok en soi qui pose problème. C'est l'usage. Ce n'est pas TikTok en soi qui pose problème en réalité. C'est l'usage. Parce que si vous entrez dans cette plateforme-là, il y a certains contenus de formation. On forme la langue anglaise, on forme n'importe quelle langue là. Il y a plusieurs formations modulées. Mais si vous voyez maintenant les contenus qui mettent en exergue nos compatriotes, les Congolais, en tout cas c'est la bouillabaisse. Ce sont des insanités, ce sont des insultes. Aucun contenu ne peut attirer quelqu'un réfléchi. Et moi je pense que nous, on n'est pas encore éduqués à... Alors la suppression du réseau social TikTok, est-ce la meilleure option? C'est la meilleure option. Ou il faut juste... réguler? Bon, je ne sais pas si je ne suis pas expert en numérique. Je ne sais pas s'il y a une façon de réguler. Mais pour moi, comme je suis néophyte en ces domaines-là, moi, je pense que cette démarche-là, elle est bellissime. Et moi, je coup de chapeau à Louis-France de poursuivre ces démarches. J'en viens à ce que disait mon ami. Oui. Avant de venir, la dernière question sur ce sujet, il adresse sa demande au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est la personne idéale à qui doit s'adresser notre compatriote et confrère? Bon, ça c'est son approche. Je ne sais pas si c'est la personne idéale, le chef de l'État. Mais quand même, il a quand même un mot à dire sur ces faits. Parce que vous savez que M. Félix Tshisekedi, en République démocratique du Congo, on les considère comme les rois Zingankuvu. Donc vous voyez que il se croit tout permis, vous voyez. Donc il peut se réveiller un beau matin, il prend une décision. Et donc, connaissant Louis-France, il sait que si il continue avec cette démarche, n'est-ce pas, en ciblant d'autres personnalités, soit en ciblant d'autres instances, il n'aura pas gain de cause. Mais s'il cible le président de la République,
le roi Soleil, il pourrait avoir gain de cause. Mais je suis dubitatif pour cette fin-là parce que le pouvoir en place est au fait bénéficiaire. Vous ne croyez pas trop à la suite? Justement, à grande échelle, parce que je dirais, ces chambellans du roi, ce sont ces sbires, n'est-ce pas, qui jasent dans tous les réseaux, et notamment sur TikTok, en train d'insulter les gens. Donc, si cette approche-là pouvait arriver sur la table de M. Félix Tshisekedi, je pense qu'il pourra réfléchir 2 fois, parce que lui-même est bénéficiaire de ces dépravations des mœurs. Allez, rapidement. Voilà, je voulais en venir. C'est quoi le nom Larousse Mouya. Larousse. C'est un homme très intelligent, apparemment. Il s'exprime bien, il réfléchit bien. Mais j'ai noté dans ce verbatim une sorte de dysphasie. C'est-à-dire qu'il a du mal à s'exprimer. Une sorte de dysphasie. Justement, il a du mal à s'exprimer. Pour la meilleure compréhension, qu'est-ce que c'est? C'est la difficulté d'expression. Okay. Oui, tu peux être intelligent, capable de développer, mais devant un fait, voyez-vous, on manque d'arguments. Vous voyez que c'est un argument peut-être chétif parce que vous lui posez la question du bilan de l'UDPS. Et il ne s'était pas limité par là. J'ai entendu un argument inachevé, un argument prosaïque et un peu ibuesque. Parce que vous lui dites à quand a commencé cette histoire de l'UDPS, 44 ans. Je lui rappelle que l'UDPS a été créée en 1982. Les mêmes créateurs, fondateurs de l'UDPS sont les mêmes qui ont créé le MPR. Ça, il doit noter ça. Avant que le problème d'approche idéologique ne surgisse. Justement. Donc, les mêmes pères fondateurs de l'UDPS, ce sont les mêmes du MPR. Alors, quand il était en train d'arborer les bilans, quand il parle de l'économie, ça c'est moqué du peuple congolais. Quand tu parles de la sécurité, ça c'est moqué du peuple congolais. Quand tu parles du social, c'est moqué du peuple congolais. Il a osé dire que bon voilà, l'économie se porte bien, un budget de 16 milliards, incapable de payer les fonctionnaires jusqu'au jour. Nous sommes le 17 février. C'est-à-dire que le mois de janvier, tous les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Il peut noter cela. Vous savez que la gestion de l'État n'est pas un long fleuve tranquille. Une économie dont la courbe est en expansion, voyez-vous, ne peut pas emprunter 16 milliards pendant 7 ans. On en est à 16 milliards. On en est à 16 milliards, plus ou moins 16 milliards, pendant 7 ans. Alors que le prédécesseur Joseph Kabila, lui avait trouvé une dette allant jusqu'à 14 milliards, alors que son prédécesseur n'a jamais pris 14 milliards au FMI. Il avait pris 7 milliards et vous avez vu le résultat. Le barrage d'Inga et ainsi de suite. Ça, c'est devenu 14 milliards parce qu'il y a des intérêts qui se sont accumulés. Et avec Mouzito, ils ont atteint le point d'achèvement. C'était un défi. Vous lui avez rappelé ici que c'est quelqu'un qui a trouvé, je parle de Joseph Kabila, un État en lambeaux. À 29 ans, ce gars s'est battu pour réunifier ces pays. Lorsqu'il parle de la défense, je ne sais pas s'il parle de quelle défense. S'agit-il de ces pays, la République démocratique du Congo, qui est amputée? S'agit-il de ces pays qui ne peut pas arborer sa souveraineté nationale? Parce que le pouvoir qui est à Kinshasa ne peut pas décider sur Goma, ne peut plus décider actuellement sur Bukavu. C'est quelle sécurité donc? Mais quand on parle de la défense, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le territoire tel que hérité de nos colonisateurs? Quand on parle de la défense, ou la défense, c'est au-delà des exploits de l'armée. D'ailleurs, c'est au-delà de l'armée. Parce que s'il faut que je sois un peu compréhensif et assertif... Alors, on peut perdre certains territoires et travailler et avoir des résultats dans un certain domaine. Avec, par exemple, l'opération de l'armée, la loi des programmations militaires, je vais en arriver. La mise des services. Je vais en arriver sur la loi des programmations militaires. Je parle d'abord de cette situation que nous sommes aujourd'hui. Et vous reste 30 secondes, rapidement. Nous sommes dans une situation, je dirais, de putréfaction. Ouais, même le chef de l'État avait dit que Moke Koufa Nango Kala. Donc, cette souveraineté nationale n'est pas mise en exergue aujourd'hui. En disant ça, il n'était pas défaitiste non plus. Mais attendez, quand Nanga vous dit que si vous êtes garçon, venez rouvrir l'aéroport de Goma, qu'est-ce que Kinshasa avait fait? C'est-à-dire que l'indicateur objectivement vérifiable pour une sécurité,
Voyez-vous? C'est la sécurité de toute l'étendue du territoire national. Quand on parle de la sécurité avec l'IDPS, je ne sais pas si on se moque de qui. Il a parlé du social, je ne sais pas s'il s'agit de quel social. Moi, je pense que l'IDPS, en tout cas, c'est cet état-major politique qui nous a impulsé un caractère sociopathique. Et lorsqu'il a dit que voilà, nous sommes maintenant au Conseil des Nations, mais nous sommes pays membres des Nations Unies. Merci. Nous pouvons que participer. Lorsqu'il parle de l'Union africaine, mais nous sommes membres de l'Union africaine. Merci, c'est quoi l'exploit de cette diplomatie des Gardez États-Unis? vos arguments pour la deuxième partie Voilà. de l'émission. La Roussoumoya, vous avez suivi la réaction de votre co-débatteur, Marcel Kadimba. D'abord sur la question de la fermeture du réseau social TikTok. Croyez-vous qu'il faut, ou pensez-vous qu'il faut supprimer ou renforcer le cadre de régulation de TikTok et même d'autres réseaux sociaux? Non, mais c'est une réflexion qui ne pas portée qu'ici en RDC. Hein. C'est une réflexion qui est universelle. En France, d'ailleurs, on est en train de voir... Le débat n'a pas commencé chez nous. Non, ça n'a pas commencé chez nous et c'est même pas le premier à aborder ces débats sur la place publique. Donc, mais dans notre contexte, quel regard avoir sur cette question? À l'heure du temps, il faut dire, par exemple, en France, en ce moment ici, on est en train de voir comment limiter l'utilisation des réseaux sociaux par rapport à un âge donné. Sur le plan de la programmation informatique, ça pose un peu de problème. Mais c'est faisable. Et il faut poser la question sur la responsabilité de tout créateur de contenu. Puisque tout celui qui dit des insanités ou quelque chose sur les réseaux sociaux est identifiable. On peut parvenir à retracer n'importe quel numéro ou téléphone qui s'est connecté à telle heure, à tel endroit, qui a tenu tel propos. Donc voilà. En Chine, par exemple, où TikTok est né, on a mis en place une forme de disposition juridique qui explique que pour traiter d'un sujet, il faut être spécifiquement attitré pour parler de cette question-là. Si vous n'avez pas une compétence, quelconque, une qualification, n'en parlez pas. Et on a de moins en moins d'insanité là-bas. Voilà, vous encourez vraiment de paix. Et là-bas, d'ailleurs, c'est très régulé. C'est très régulé. La question se pose, puisque sur ces plateformes-là, la dépravation de mœurs est telle que, qu'on se dise, soit on régule, soit on ferme. Donc voilà, il n'y a pas de trois solutions. Soit c'est la régulation avec beaucoup plus de fermeté, ou on ferme. Vous êtes décideur, vous optez pour quel choix, pour quelle option? Et il faut toujours laisser la place au débat dans ce sens-là, puisque les gens sont responsables aussi. Parce qu'il faut aussi rappeler la colère des utilisateurs depuis que ce débat a été jeté dans l'agora sociopolitique congolaise. Personnellement, je pense que pour le bien de la nation, si la mesure salvatrice serait de fermer, la colère des utilisateurs importe peu. Ce qui importe, c'est l'avenir de la nation et l'éducation de nos enfants. Donc voilà. Mais si la régulation peut marcher, alors on peut faire, mais on ne fera jamais les choses. Et un responsable politique ne doit jamais faire les choses pour éviter la colère de manifestants, de commentateurs. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'ordre qui doit régner dans une nation. Donc voilà. Si ces créateurs de contenu peuvent être responsables, si on peut le labelliser, la responsabilité dans de formes de corporation, ok. Alors s'ils ne se mettent pas, la force reste à la loi. La République, c'est avant tout un régime d'autorité. Donc voilà. Reste à savoir comment les autorités congolaises réagiraient à cette demande pressante du journaliste Louis-France Kouzekessa. Effectivement, mais il n'y a pas que lui, encore une fois. Je reviens là-dessus. Il fallait suivre le débat qui a précédé le moment où on a voté la loi sur le numérique. Il y avait des choses beaucoup plus fortes qui ont été dites sur cette question-là. Donc voilà. Peut-être certains prennent ces débats aujourd'hui, puisque c'est en dehors de l'hémicycle, ils n'ont pas suivi ce qui s'est passé dans l'hémicycle. Il y avait des choses très fortes qui avaient été dites. Donc voilà. Je crois qu'il y a une documentation assez dense là-dessus. Les gens peuvent aller consulter les annales de notre Parlement. Allez, merci beaucoup. On va ouvrir rapidement le débat avec ce premier sujet. L'unique d'ailleurs qui a été aligné. Oui, pour le recadrage, 1 minute. Faites-le rapidement. Monsieur Marcel Kadimba, vous avez dit qu'une nation qui a des dettes, je ne sais pas si vous êtes économiste, moi je travaille dans la banque, donc voilà, auprès de gens de chiffres. Vous avez dit qu'une nation qui est endettée ne peut pas dire qu'elle a une économie qui est fonctionnelle ou qui est en train de grimper. Vous savez combien une nation qui est endettée, c'est ce que vous avez dit. Je parlais avec le résultat. Vous avez dit une nation endettée ne peut pas dire qu'elle a une économie qu'on peut considérer en train de... Je parlais du chiffre de 16 milliards. Vous savez quel est le total de la dette souveraine américaine?
38 trillions. La France, c'est encore plus de 110% Là, tu es en train de de son dévier, PIB. c'est que Je ne dévie pas, je ne dévie pas. Je suis juste en train de... Moi, je parlais le résultat. Je vais en venir au résultat. J'en viens au résultat. Le chef de l'État est arrivé dans ces pays, il est arrivé. Nous n'avons même pas le droit d'acheter une Kalachnikov. Nous n'avions pas les droits. Pendant ces temps, nous étions une nation agressée. L'agression qui a commencé, puisque certains fausseurs de l'histoire ont essayé de faire croire que cette agression a commencé sous Félix Tshisekedi. Quand Kagame, Kabila et les autres ont décidé d'agresser notre nation, les chefs de l'État actuel n'étaient même pas parvenus au poste de responsabilité au sein de notre famille politique. Il n'avait même pas un poste de responsabilité au sein de l'UDPS. Donc, il est tout à fait étranger à tout ceci. Il arrive au pouvoir avec des rébellions successives qu'on a déjà connues, de gens qui étaient issus de ces différentes rébellions, qui avaient travaillé au sein de l'appareil de l'État, et qui étaient de l'autre côté, d'autres étaient encore dans notre armée, d'autres étaient ailleurs. Il arrive, on nous attaque. Il avait à peine prêté serment qu'on avait été attaqué. On n'avait ni la capacité de nous fournir en termes d'armement, ni la capacité de faire des enrôlements massifs dans l'armée. C'est un miracle ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les chefs de l'État ont fait tout ce qui était possible. Le miracle est enfin venu. On a levé ce qu'il y avait comme embargo. On a commencé à acheter les équipements. Pourquoi sommes-nous un pays qui croit au miracle en lieu et place de travailler? Je vous explique. Je vous explique ce qui s'est fait. C'est tellement un exploit que ça peut être considéré comme étant relevant du domaine du miraculé. Donc, on lève l'embargo. Pendant ce temps, vous êtes agressés. Il faut recruter des gens. Il faut les former parce que, peut-être monsieur Marcel Kadimane ne sait pas, quand vous achetez des équipements, surtout quand l'arsenal en tout cas est assez moderne, il faut former vos unités au maniement de ces armes-là. Ça prend un temps fou. Et quand vous commandez, ce n'est pas comme du pain. Ça prend un temps fou. Pendant ce temps, vous, président, vous devez gérer les lignes au front, vous devez faire en sorte que ceux qui sont en train d'être recrutés, parce que ce n'était pas prévu dans votre budget, il faut les nourrir un seul repas par jour. Pour l'ensemble de nos hommes, dans l'ensemble de la République, vous savez ce que ça coûte? Plusieurs millions pour un seul repas par jour. Nous sommes d'accord que beaucoup de choses ont été faites en ce sens-là, mais qu'en est-il alors du commandement? Est-ce qu'aujourd'hui, notre armée est confrontée aux problèmes liés à la logistique ou elle souffre d'un problème de commandement? À tous les niveaux, on est entre des remédier. Parce qu'on voit avec le procès qu'on fait à l'armée, à nos militaires, avec les arrestations en cascade, et dernièrement, deux autres hauts officiers qui ont été appréhendés par la justice, et un était proche du général Amici Tangofor. Et d'autres aussi, je crois que 2 ont été relâchés. Voilà. Ça, c'est un peu bien avant. Voilà, un peu bien avant. Donc, pour dire que c'est une forme de processus. On va voir ceux qui sont compromis, ceux qui ont compromis la nation. Effectivement, ils doivent être sévèrement punis. Mais tous ceux qui seront trouvés innocents, effectivement, ils seront réintégrés ou on verra ailleurs où est-ce que la justice décidera de le placer. Mais avant tout, la question, ce n'est pas nous, la question, c'est la nation. C'est un travail des titans en même temps. Il faut organiser les troupes, mais en même temps, il faut réorganiser la structure hiérarchique de l'armée, puisque l'armée a été tellement émaillée. En dehors de ça, sur le plan diplomatique, il dit qu'on est membre du Conseil des Nations Unies. Ils sont membres des Nations Unies. Voilà. Mais ça ne vous donne pas une forme d'aura d'office. Absolument pas. Il faut être présent dans les instances internationales. C'est-à-dire revenir, comme ce qui s'est passé dans le projet Volt de Donald Trump. On a vu pour une première, les RDC a été dans un grand rendez-vous qui concernait les minerais. Avant, c'était les Rwandais qui étaient. Les Rwandais n'ont même pu aller à Indaba Mining cette année. Pourquoi? La RDC a repris sa place sur la scène internationale. Donc, c'est votre nation. Il ne s'agit pas de Tshisekedi, il ne s'agit pas de l'UDPS. Il s'agit de vous. En tant que Congolais, quand vous présentez quelque part, on dit « Ah oui, mais c'est vous que votre nation représente là-bas. » Voilà, c'est ça. Parce qu'un jour, ça sera quelqu'un d'autre, mais ce qui est fait en termes de succès, ça sera dans les annales de votre nation. Ce qui est fait de bien, il faut le reconnaître. Ce qui n'est pas cohérent, il faut aussi le dire. Et ayons la bonne foi de dire qu'il y a des avancées significatives. Voilà. Merci beaucoup pour ce recadrage, cher Larousse Mouya. On parle du dialogue. Le train du dialogue est bel et bien en marche. Attention à ceux qui hésitent encore. À l'heure où le train semble être bien en marche, et avec le processus de Luanda qui semble porter tout à ce résultat, on assiste à une naissance ou prolifération des coalitions. Pourquoi faire? On veut
rêvasser ou s'aligner? Ce sera la grande question. Mais bien avant, je voudrais qu'avec vous, ou je commence par vous, Larousse, qu'on revienne sur ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a déclaré à son homologue angolais, Joao Lorenzo. Il dit que le pays, notre pays, la situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas la même que celle qui prévalait avant le dialogue de Sun City, qui s'était tenu en Afrique du Sud en avril 2002. La RDC était à l'époque, dit-il, aux prises avec plusieurs rébellions. Qu'est-ce que le chef de l'État a bien voulu dire par là? Il y a certains groupes rebelles, vous vous souvenez, au processus de Nairobi, qui ont accepté de déposer les armes. Ils s'est rangé du côté de la nation, effectivement. C'est plus le cas. Le nombre a drastiquement régressé. Drastiquement. Voilà. On en est à combien aujourd'hui? J'ai pas fait l'inventaire, effectivement, sur le terrain pour dire avec précision. Alors, pour savoir si le nombre a régressé, il faut avoir accès aux statistiques. On a publié. On sait qu'il y avait un gros nombre. Le nombre était assez dense quand le chef de l'État arrive au pouvoir. Et un grand nombre parmi ceux qui avaient pris les armes contre la nation ou qui se battaient parfois contre le groupe armés étrangers ont accepté de déposer les armes au processus de Luanda. Et parmi le plus prolifique, c'était les M23 qui avaient dit « nous on va pas ». Et les autres, les ADF et tout. Donc voilà. Et c'est le nombre le plus assez considérable. Le groupe armé influent que nous connaissons, à ce que je sache, n'ont pas encore déposé les armes. Parce que le processus de Nairobi n'avait pas réglé toute la problématique. Ouais, vous avez dit tout. Voilà. Mais pour une partie. Pour une partie. Donc voilà. Ça, c'est déjà une forme d'avancée. Parce que le Codeco, le M23, les ADF Nalou continuent à sévir dans cette partie orientale. Comment pouvez-vous dire que le nombre a drastiquement régressé? Mais vous savez à part ça, on a une autre forme de rébellion. Ici, dans les Maïndomé. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'avancer sur cette question-là. Je crois que le service du ministre Eliezer Tamboué avance assez considérablement sur cette question. Donc voilà, c'est ça que je disais. Les tensions de chaleur ont été allumées un peu partout dans la République pour nous empêcher de travailler. Mais on a tenu. Les lignes ont tenu. L'ennemi aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois, qui n'a même plus de victoire sur des petits villages. Donc, où ils sont en train de reculer jour après jour. Grâce à l'interventionnisme occidental. Donc, merci. Hein. Et ça... C'est pas moi qui l'ai dit. Non. Mais j'apprécie. C'est Moïndo Zangui. Non. Pourquoi je veux marquer ça? J'apprécie. Quand je vous dis que sur le plan diplomatique, on fait des avancées, vous dites non. Alors, là, vous dites grâce à l'interventionnisme. Mais ça arrive par rapport à quoi? Est-ce qu'on a croisé les mains? Non. On travaille. On fait un travail remarquable. Merci de les reconnaître. Est-ce qu'on ne se leurre pas? Pardon? Est-ce qu'on ne se leurre pas? Absolument Jusqu'où ces avancées diplomatiques vont-elles aller? Une nation a des instruments. Il y a l'armée, il y a la diplomatie. Donc, il faut faire fonctionner toutes les batteries. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, non, il est que belliciste, il est que dans l'action militaire. Non, il est que diplomate, il veut parler tout le temps. Il faut faire fonctionner toutes les batteries. C'est comme ça qu'on a conçu un État. Et quand ça avance, il faut reconnaître, il faut acclamer. Donc voilà, la diplomatie et l'action militaire. Et quand le chef d'État dit qu'aujourd'hui la situation est bien meilleure qu'en 2002, que voulait-il dire concrètement par là? Mais même, ça veut dire que même du côté congolais, il ne s'empresse pas au sujet du dialogue. Non, mais le dialogue n'est pas une urgence. N'est pas une urgence, c'est même pas une obligation, c'est même pas obligatoire les dialogues. Ça c'est peu. Il se peut qu'il y ait dialogue. Il y a ceux qui sont dans une certaine forme d'attente et d'assurance, ils doivent modérer leurs ardeurs. C'est pas défini. Donc voilà. Il y a ce qu'a proposé le président Joao Lorenzo. Le chef de l'État a accepté. Voilà ce qu'il a, sa proposition. Alors on va voir ce qu'il va faire en termes de consultation. Mais vous ne pensez pas une seule seconde que si les consultations qu'il a menées vont à l'encontre de la politique définie par le chef, de sa ligne pour parvenir à la fin de ces hostilités, ne pensez pas que si ces conclusions-là aboutissaient
aboutissez dans le sens inverse de ce que le chef a défini pour le bien de notre nation, que le chef va accepter qu'on puisse aller dans le dialogue. Alors, ne Absolument voyez-vous pas les choses de la même manière que vos forces politiques vivent? Je fais allusion, par exemple, à Martin Fayoulou, qui ne cesse de rappeler l'urgence de recréer la cohésion par un dialogue, car le plan de balkanisation plane sérieusement sur notre pays. Sans jeu de mots, je vais dire baliverne. Baliverne. Parler comme ça, c'est insulter les Congolais. On peut pas. Moi, je crois qu'on doit arrêter de prendre les Congolais pour des niaises. Qu'est-ce qu'il entend par cohésion nationale? Qu'est-ce qu'il entend par ça? Est-ce que si on disait que tout le monde venait, on forme un gouvernement et tout, je ne sais pas si M. Fayoulou va porter l'habit noir, prendre une arme et aller au front commander nos unités. À un moment donné, on doit arrêter de prendre les gens pour des malades. On doit arrêter. Donc voilà. Ceux qui se battent ont expliqué. Mais quand on parle de la cohésion nationale, ça veut dire que les fils et filles se mettent d'accord et décident de ce que doit être la marche. Ce sont des mots qui sont vides de sens. Partout ailleurs dans le monde, je ne sais pas dans quel monde est-ce qu'ils ont appris à faire la politique, où est-ce qu'ils font la politique, ou qui sont leurs références. Mais surtout, ils savent ce qu'ils font. Ils prennent plus de Congolais pour des imbéciles. Partout ailleurs à travers le monde, il y a des tendances, il y a des factions. Il y a des gens comme ça, il est dans une mouvance, je suis dans une autre, et il y a des cycles qui arrivent sur le plan des élections, il y a des gens qui se retrouvent. C'est ça. On ne peut pas dire on va abolir, dès qu'il y a tel qui gagne les élections, on va abolir toutes les tendances et les mouvances, puisque nous devons tous nous retrouver là-bas. Et quelques années avant les élections, alors, on les quitte pour dire que non, moi je garde mon identité. Non, ça c'est absurde. Et cette forme de rythme politique dans cette nation conduit par cette forme de transhumance, par des dialogues, il faut mettre fin à ça. Il faut faire les choses différemment. Donc voilà. Les gens, ils cherchent les dialogues pour avoir des postes pour revenir au pouvoir. C'est ça, c'est la vérité. On se connaît, on sait comment ça s'est passé. C'est toujours passé. Et avec le même. Donc voilà. L'urgence est... On a signé les accords du 4 décembre à Washington. Kagame doit commencer par respecter ses engagements. Donc voilà. Et sinon, on imposera la paix, même par la force. Comme le disaient ces commandants d'Africom, on est décidé. Et sur le front, les fronts est garnis. Tous nos centres d'instruction sont pleins. Et le recrut continue à affluer. Donc voilà. Il n'y a qu'à nous regarder pour comprendre que notre histoire est loin d'être terminée. Ça ne fait que commencer. Donc on n'est pas de ceux qui vont aller dialoguer comme si nous étions complètement perdus. Non, nous avons des cartouches, mais énormes. Ok, on espère vraiment que ces cartouches donneront de résultats et nous aideront à tomber sur du bon gibier. Absolument, c'est ce que nous voulons, la paix. Moi je sais qu'on va reprendre l'ensemble des zones perdues. On ne laissera même pas un seul grain de sable à l'ennemi. Je sais, des gré ou de force. Kagame, il est au bout du rouleau. Merci. C'est fini. Ouais. Sur le plan diplomatique et sur le plan militaire, nous avons les vents en poupe. Donc voilà, les vents tournent à notre avantage et on va s'en servir. Merci beaucoup. On revient sur le propos du président congolais Félix Tshisekedi qui disait que la situation d'aujourd'hui n'est pas la même que celle qui prévalait avant les dialogues des Sun City. Est-ce par déduction, il voulait dire comme Larousse sur ce plateau qu'il ne voit pas l'urgence de ces dialogues? Bon, moi je pense que les gens qui disent, comme mon co-débatteur est en train de dire, qu'ils ne voient pas l'opportunité, soit l'urgence de ces dialogues, moi je pense qu'il faut être déconnecté de la réalité. En français facile, on parle de la schizophrénie, on parle de la paraplégie. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas la réalité en français facile. Et ça, c'est en français difficile. Voilà, la schizophrénie, la paraplégie, c'est-à-dire qu'on est déconnecté de la réalité. Voyez-vous, cher ami Larousse, le dialogue aujourd'hui, c'est une imposition. Et ce n'est pas vous qui allez imposer ces dialogues. Et ce n'est pas nous qui allons imposer ces dialogues. Les dialogues s'imposent. Nous disons que les dialogues actuellement, c'est le nec plus ultra. C'est le mieux à faire. C'est une panacée pour résorber toutes les difficultés. Comment vous présentez les dialogues comme une panacée alors que c'est l'une des voies par laquelle on peut arriver à solutionner les problèmes. En fait, comment présenter ça comme la seule panacée pour trouver des solutions structurelles et durables face à ces conflits qui nous l'amènent. Je n'y crois pas trop. Dès lors que nous n'avons pas encore les résolutions je suis en train de vous donner de ce dialogue, les termes de référence qui doivent être circonscrits, comment dire que c'est la panacée alors que
parties prenantes n'ont même pas encore levé le son d'aller à ces dialogues et de discuter ou de parler de quoi il sera-t-il essentiellement question. Parce que justement, parce qu'il y a des préalables pour qu'il y ait ces dialogues constructifs et inclusifs. Le préalable, c'est quoi? C'est de dresser, soit de jeter un pont de confiance. Lequel pont va faire traverser tout le monde. Et lorsque tout le monde sera à même de traverser ces ponts, on va franchir les Rubicons et on va accéder à la boîte des Pandore. Lorsqu'on va arriver à accéder à la boîte des Pandore, ça va passer par la décrispation politique, c'est-à-dire la relaxation des hommes politiques qui sont enlevés. Je parle d'Emmanuel Ramazani, Shadari Moulanda, Vumba Kuba Vumba. Je parle de Obé Minaku, je parle de Nathaniel Onokomba et consorts. Ça va décrisper la classe politique pour faciliter, n'est-ce pas, le retour des exilés politiques, dont mon président national, Seth Kikouni. Ça va faciliter, n'est-ce pas, ce climat de confiance et ça va arborer les agendas. Ce sont les préalables au dialogue. Oui, justement, ce sont les préalables du dialogue. C'est-à-dire que tout le monde va arborer son agenda clairement. Voyez-vous? Ça, c'est le préalable. C'est-à-dire qu'il faut tisser la natte de confiance. Alors, j'ai fait placer une virgule. Lorsque vous avez dit les choses sont en train de se dessiner et ainsi de suite, lui a insisté sur le fait qu'on doit imposer la force sur terrain. Alors que vous lui avez dit que mais si les choses évoluent, c'est grâce à l'interventionnisme international. Et il était surpris. C'est-à-dire qu'il était déconnecté. Il était dépassé. Donc, moi, je suis en train, avec outrecuidance, d'insister que les dialogues, c'est une panacée. Pourquoi je vais vous donner des évidences? Vous avez appris avec moi la guerre des 30. La guerre romain-germanique, qui s'était soldée par le dialogue avec les traités les mots du traité va me revenir, de Westphalie. Je parle du traité de Westphalie, qui avait mis fin à la guerre des 30 ans. Je vais vous parler de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, bien qu'il y avait des vainqueurs et des vaincus, mais c'était soldé par les dialogues. Avec quel traité? Avec les traités de Versailles en France. De Versailles. Où on avait mis l'érection de la Société des Nations pour empêcher la Deuxième Guerre mondiale. Bien que ça n'a pas tenu, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui s'était soldée encore avec la Charte des Nations Unies qui a implémenté les Nations Unies aujourd'hui. Voyez-vous? Vers les années 45. Je vais vous donner encore une autre évidence. Les États-Unis. Est-ce que tu sais que les États-Unis ont été créés en 1776? Lorsque les États-Unis étaient créés, vers les années 1861 et 1865, il y eut une guerre fatale aux États-Unis entre les nordistes et les sudistes. C'était quoi les pommes de discorde? La gestion des esclaves et la mauvaise gestion des droits des États. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de marginalisation. Parce que les gens du Sud, l'Amérique du Sud, avaient compris que l'Amérique du Nord, qui était industrialisée, voyez-vous, ne partageait pas de manière équitable les richesses, les ressources du pays. Il y eut une guerre fatale. Est-ce que tu connais le bilan? 620 000 morts et plus d'1 million de blessés. Alors, il fallait qu'il y ait un dialogue pour que les États-Unis soient une puissance aujourd'hui. Dès ce jour-là, ils avaient dialogué, ils avaient échangé, ils avaient discuté. Le dialogue, chez nous, s'il y en aura, c'est par l'affirmation de tout le monde, des fils et des filles du pays. Mais comment dites-vous que le dialogue nous est imposé alors que le président de la République insiste que si dialogue si on doit avoir un dialogue, ce sera à ces conditions. Ce sera la confusion. Porté et dirigé par les institutions de la République. C'est cela la confusion parce que lui-même, c'est le chef de l'État. C'est un problème au dialogue. Je vais vous donner un autre exemple. Est-ce que vous savez la Bible que les chrétiens utilisent, c'est un fruit du dialogue. Je vais vous donner l'historique. Nous sommes avant Jésus-Christ. 325. Il y eut des guerres perpétuelles entre les païens, les romains et les chrétiens. Les chrétiens étaient massacrés. Les chrétiens étaient pendus. Les chrétiens étaient tués. Il a fallu le roi Constantin, vers les années 325, pour convoquer les conciles de Nicée. Nicée, je pense que c'est Turquie actuellement. Voyez-vous? Et tout le monde a participé. Le roi Constantin qui était plus grand, quand il participait à ces pourparlers-là, à ces dialogues-là, à ces assises, il n'avait pas la couronne du roi. Il n'avait pas l'épée sur lui. C'est-à-dire qu'on a convoqué même les blessés de guerre, même les gens qui avaient des cicatrices. 300 évêques ont participé. Quel lien avec la situation que nous vivons. Ils ont débattu en profondeur les conflits. Ils ont débattu en profondeur les conflits qui déchiraient les Romains et les chrétiens. Et ils ont pondu
66 livres qui forment la Bible aujourd'hui. C'est-à-dire que la Bible est aussi le fruit du dialogue. Je vais vous parler de la guerre de Vietnam. Non, revenons. Je vous parle de la guerre de Vietnam. Non. Mais je suis en train de donner les évidences pour éclairer la religion de mon ami. Oui. Pour lui dire que nous sommes prêts à participer au dialogue, mais pas un dialogue heuristique. Pas un dialogue prépayé. Pas un dialogue qui va nous réunir à la gloire du roi Zingankouvu, à la gloire du roi Manitou. Sinon, vous pouvez soliloquer vous-même. Vous pouvez monologuer vous-même. Donc, si vous voulez que nous participions à un dialogue où nous mettons les bases pour vous pérenniser au pouvoir, ou soit pour chanter, ou soit pour, n'est-ce pas, exacerber les calembredènes à votre gloire, nous, on va pas participer à ce genre de dialogue. Marcel Kanima. Est-ce le pays, la République démocratique du Congo, a-t-il déjà survécu à pareille situation? Et si oui, quelle particularité devons-nous avoir, ou quelle particularité pour cette fois-ci, pour sortir de l'auberge et trouver la voie de sortie des crises? La particularité, c'est adopter l'attitude de Joseph Kabila. Parce que c'est celui-là l'exemple, en fait. Non, je parle de la particularité, en ce sens que c'est qu'on n'a pas pu faire hier. Qu'est-ce qui pourrait être corrigé ou révisité pour qu'on ne retombe pas dans le vieux démon du passé? Parce que moi, je voulais parler... Bon, voilà. La particularité ici, c'est que, déjà, les problèmes qui gangrènent ces régimes de prévarication, c'est le problème de non-respect des textes. Parce qu'ils sont en train de nous retourner, n'est-ce pas, à la vieille époque, l'état de nature, où chacun se sentait libre de poser les actes à sa guise. Voyez-vous? Pourquoi aujourd'hui, nous sommes sortis dans cet état de nature? Parce que l'état de nature, c'est une situation que Thomas Hobbes avait développé dans son ouvrage Le Léviathan, où lorsqu'il parlait que l'état de nature, c'est une situation où la guerre elle est persistante, chacun est devenu loup pour l'autre, voyez-vous. Alors il faudrait qu'il y ait un pacte social pour encadrer la liberté de tout un chacun. Et John Locke a aussi corroboré dans ce sens, avec l'ouvrage de traité de gouvernement, voyez-vous, un peu plus tard, lui aussi a parlé de l'état de nature, mais juste en disant que s'il y aurait pacte social, il faudrait que la suite logique, soit les conséquences de ces pactes sociaux, soient les libertés fondamentales et les droits des citoyens. Lorsqu'il n'y a pas de libertés fondamentales, les libertés fondamentales et les droits des citoyens, c'est-à-dire que le peuple a la possibilité de se rebeller. C'est comme ça que, vous voyez dans notre article, dans notre constitution, dans l'article 64, on évoque cette disposition, c'est en la lumière, n'est-ce pas, de la doctrine politique. C'est lorsque vous voyez dans notre constitution l'article 5, qui dit que c'est nous, le peuple, qui sommes souverains, c'est à la lumière de cette doctrine politique. Merci. Et donc, la posture qu'ils devaient adopter, les gens du pouvoir, c'est baisser les bras. Merci. Ils ne sont pas la clé de voûte. Ils font partie du problème. Alors, nous devons, en tout cas, temporiser, mettre la balle à terre et se retrouver autour d'une table et dissiper les malentendus. Merci beaucoup. On va finir avec vous 2 minutes. Mais pourquoi la médiation de l'Église catholique vous en kikine-t-elle tant? Ça vous dérange? Pourquoi? Je me réfère à la dernière déclaration d'un des hauts cadres de votre parti, l'ancien ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a dit que si vous voyez certains hommes d'église s'acharner sur le chef de l'État, c'est qu'ils sont des mèches avec les adversaires et nous dénonçons, nous détenons des preuves, a-t-il affirmé. Avant de continuer, nous ne connaissons pas de crise politique dans notre pays à ce jour, comme pour rejeter l'idée selon laquelle qu'il faille à tout prix avoir un dialogue maintenant. Si vous ne vous inscrivez pas dans cette logique, comment alors comptez-vous résoudre le problème dans notre parti oriental qui reste sous occupation des forces rebelles? Rapidement, en quelques minutes, vous allez répondre. Je n'ai même pas de virgule à ajouter à la déclaration de l'honorable Peter Kazadi. Mais surtout, si mon frère Kadimba avait bien répondu à votre question, vous l'avez posée pour dire que le chef de l'État a dit que la situation n'est pas si urgente comme elle était avant, l'organisation du dialogue de Sun City. S'il avait répondu à ça, il aurait évité tout ce qui nous a pondu comme diatribe. Au fait. Est-ce que vrai ou faux? Le président a-t-il dit la vérité? Mais il faut être factuel. Il y a des faits qui sont là. Quelle est la situation avant? À l'époque, quelle est la situation avant? Nous allons contextualiser. À l'époque, on n'avait pas une armée. Kinshasa contrôlait quoi? Le gouvernement de Kinshasa, spécifiquement la capitale, Bakongo et les Bandundu. Le RCD contrôlait le nord
le site Kivu. Les RCD-KML contrôlaient les Kisangani et l'Ituri. Jean-Pierre Bemba avait l'Équateur. Est-ce que c'est la situation qui prévaut aujourd'hui? C'est factuel? Non. Donc voilà. Et on n'avait pas pratiquement une armée. Aujourd'hui, on a quand même voilà, on avait pratiquement pas une armée. Donc c'est factuel. Et c'était une situation on a suffisamment de moyens. C'était une situation où l'armée était contrôlée même par ceux, même vraiment entièrement parfois, par ceux qui étaient de l'autre côté, puisqu'ils venaient de fonder l'AFDL ensemble, puisqu'ils avaient fait comme fac ensemble. Donc ils connaissaient dans le moindre détail ce qu'ils avaient laissé comme armée. La situation n'était pas la même. Donc la posture d'aujourd'hui place Kinshasa dans une logique de pouvoir imposer ses propres règles du jeu. Tout à fait. C'est cela. Tout à fait. Et la question, c'est que moi, bon, après, sans le vouloir, ils montrent qu'ils sont avec Kagame. Ils nous parlent du traité de Versailles, par exemple, signé après la Première Guerre mondiale. Mais c'était quoi? C'était l'Allemagne contre la France, l'Italie et l'Autriche. C'était ça. Donc, les Allemands avaient payé un lourd tribut. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Vous nous dites, venez, on va dialoguer. Alors, c'est que c'est vous qui nous agressez. Enfin, comprenez un peu la logique. Si vous nous agressez, alors terminons sur le terrain. Comme vous avez dit qu'on va arriver sur Kinshasa. Mais pourquoi vous n'arrivez plus sur Kinshasa? C'est une façon de congoliser, de congoliser la guerre, de couper le cordon ombilical. La chose est pareille. Congoliser la guerre, montrer que Kagame n'a rien à voir. Non, de congoliser la guerre, la logique du dialogue. Congoliser la guerre, éviter des sanctions à l'air parrain suprême, Paul Kagame. C'est ça la logique. Donc voilà. On a compris, mais nous, on ira jusqu'au bout. Comment comptez-vous le résoudre le problème si jamais vous fermez la porte au dialogue? Vous avez vu par exemple qu'il y avait de hauts représentants de la MONUSCO qui sont descendus à Goma pour leur expliquer qu'on doit commencer à surveiller ce qui... On parle d'un cessez-le-feu. Ce qui leur avait été imposé. Goma rejette. Ils auront beau rejeter, ils seront vaincus totalement et complètement. Donc voilà. Ils ont commencé à régresser. Ça fait 2 mois. Quelle victoire ils ont engagée? Rien. Donc voilà. Puisque sur le plan militaire, on est monté terriblement. Merci. Sur le plan diplomatique, on est monté terriblement. Tout ce qu'ils ont, c'est de respecter ce que leur père Kagame a signé. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à part ça? Ce qu'il nous reste à faire, c'est reprendre l'ensemble de territoires occupés, jusqu'au moindre sable à l'ennemi, et puis recommencer ces grands travail qui va être, parce que c'est pas quand la dernière balle sera tirée qu'il y aura les rétro-effectifs de la paix. Non, il faut ramener nos déplacés, les installer, les réinsérer dans la vie sociale. Ça aussi, c'est un travail long et pénible. Donc voilà, il faut des procès pour ceux qui ont commis des crimes imprescriptibles, qu'ils ne rêvent pas qu'ils vont revenir porter encore de vestes d'honorabilité dans ces pays. Fini. Merci. Ces temps-là est révolu. Ce qui attend ces gens-là, ils seront devant des cours et tribunaux pour répondre à ce qu'ils ont commis comme massacre, à ce qu'ils ont commis comme Quels pillage. cours tribunaux? Au niveau national, au niveau international, on ne lâchera pas. La bataille est encore longue. La bataille est vraiment longue. Allez, merci. Kadi, va terminer par là, 1 minute. Bon, je vais juste... Comment résoudre le problème avec la naissance de coalitions? Est-ce que ces gens-là se sont rendus à l'évidence que vraiment on va vers un dialogue, il faut maintenant s'organiser en parti, en plateforme, en coalition, en groupement politique, pour répondre et faire valoir leur prépondérance? Est-ce le cas où ils n'ont pas la même lecture des enjeux politiques que Laro Soumouya sur ce plateau? En 1 minute conclue. Bon, je dirais, tous ces gens qui pilulent des petites plateformes, parce que nous, notre plateforme existe bel et bien déjà. Il n'y a pas de petites plateformes. Des petites plateformes, mais ce sont des Chacun parasites. libre Ce sont des parasites du pouvoir. d'organiser comme il y a les dialogues. Alors que nous, notre logique, les dialogues aussi, il doit se faire. Ce n'est pas pour se partager le poste. C'est comme ça que je vais conseiller mon ami. Il me paraît être brillant. Mais dire que c'est M. Félix Tshisekedi qui doit imposer sa logique, en tout cas, à mon sens, c'est une sorte de Dialelo de seconde zone. Et puis, moi, je vais vous conseiller de quitter ces camps de Dialelo. Sinon, c'est un dithyrambe matamoresque, empreint d'impétuosité, impérieuse, et à la fois une fanfaronnade hérétique. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Au lieu de verser les carabistuires, vous risquerez d'être confondus, alors qu'il y a des gens dans des grands salons qui peuvent vous suivre, et ils pensent que vous pouvez dégager ou débiter quelque chose de titanesque. Mais lorsque vous vous lancez à verser des carabistuires, à faire de Félix Tshisekedi comme le roi Manitou, en tout cas, vous allez confondre les gens qui peuvent espérer en vous. Et donc, il faut retenir une chose, que les dialogues tels qu'ils se dessinent, ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui est le maître en pensée. Ce n'est pas lui
qui va imposer son tempo. C'est qui alors? C'est C'est lui le chef l'imposition de du l'État. dialogue, c'est l'imposition du dialogue, c'est l'imposition des solutions structurelles qui nous obligent de nous asseoir ensemble pour dissiper les Mais mal. il a les derniers mots en tant que le chef de l'État. Il a les derniers mots. Il n'a pas les bon, il a les derniers justement pour Il a les derniers mots. recourir à cet appel. Kabila mais même, ce n'est pas lui qui va Kabila imposer le même, tempo. Kabila même qui est ressuscité de la mort à la résurrection, c'est pas chose facile. Après avoir été, après avoir été assassiné par l'IDPS. Voilà, on l'a vu dans une vidéo. Il n'a pas les derniers en mots. tout cas. Il n'a pas les derniers mots parce qu'il peut participer, n'est-ce pas, en interpellant les autres à participer activement à ces dialogues parce que lui-même fait partie du problème. Ouais. Et lui-même, c'est un problème. Ça, Et lui-même, c'est où est-ce qu'on peut tirer des Kabila solutions. a dit, il est problème et solution. Et justement. Donc tout passerait par lui pour Justement, résoudre ce que nous voulons. Il a fait tout Justement. ce qu'un chef doit faire pour apporter la solution. Sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Nos équipements sont renouvelés, nos unités sont renouvelées Il ne faut même pas constamment. évoquer le plan militaire ici, mon frère. Parce que Il vous ne êtes faut même ici, pas évoquer le plan ceux que vous militaire. soutenez, Vous ceux devez que vous avoir soutenez, honte ceux que vous d'évoquer le soutenez, plan militaire. le sur gens que vous plateau. soutenez avaient promis Mon frère, d'arriver à Kinshasa. Il faut avoir Ils sont honte. où? Il faut avoir pourquoi honte aujourd'hui vous demandez le dialogue à qui et à son? le plan militaire sur ces plateaux. Sinon, c'est du galimatias. Mon frère, vous êtes très intelligent. Vous êtes Vous là êtes à très demander intelligent. les dialogues à qui Distinguez-vous et à des autres son. de la 10e rue. Si vous Il ne étiez, faut pas si vous évoquer étiez sur le plan la militaire, question sur le plan militaire sur sur le ces plan- plateaux. sur le Sinon, plan- en tout cas, sur c'est le du plan galimatias. militaire, Non, sur le non, plan non, non, militaire, non, non, non. si vos alliés étaient assez efficaces, ils seraient restés à Kinshasa. Vous ne serez même plus entre Ah, je ne savais pas que j'étais allié. Oui, Non, merci. Je ne savais pas que j'étais allié. Pour agir, Je ne savais pas que vous voulez j'étais qu'il allié. soit à Kinshasa, à la porte Je de ne savais l'IA pas que pour j'étais allié, agir. franchement. le chef de l'État avait tenu ce C'est mot ce que courageux. vous Il avait voulez. tenu ce mot courageux. Merci pour cette expression. Il avait dit, même si Donc pour agir, il faut qu'il soit à la porte. même s'ils arrivaient à la porte de l'OUA, C'est une faiblesse. c'est pas une faiblesse. C'est une faiblesse. C'est une force comme on Ça, n'en c'est a une jamais faiblesse. connue. Merci, une on faiblesse. a rien fait. Comment quelqu'un est en train de zigouiller votre famille, quelqu'un est en train de zigouiller votre famille, vous lui dites, bon, même si vous allez, allez arriver jusqu'à on est arrivé à la fin, vous n'avez merci. pas cédé. À deux secondes, nous avons suivi. C'est une faiblesse. Merci. Ça, voilà. Merci, c'est une merci faiblesse. à Félix Laurent. Antoine Tshisekedi, Accepter Chilombo. quelqu'un Merci. oui, Merci. jusqu'à plate couture. Calmez-vous. jusqu'à la moelle À épinière. déboulonner Ça, c'est votre une système. faiblesse. On prend rendez-vous Votre pour système un était prochain complètement numéro déboulonné. et avec Ça, c'est une d'autres faiblesse, d'autres invités sur notre plateau. Merci à vous, Larousse Mia, d'être venu. Merci à vous d'avoir accepté notre Merci de me recevoir. invitation. Il y a deuil à ce moment à la 10e rue parce que Joseph Kabila est ressuscité. Curieux que cela puisse paraître. Il y a deuil quand quelqu'un décède, mais pour l'IDPS, il y a deuil quand quelqu'un est en très bonne santé. En tout cas, il y a des personnages intelligents on n'a rien à voir pour avec. faire rire. Voilà. J'allais même commenter sur Parce la qu'on l'a question. vu dans Non, la on n'a rien vidéo. à voir avec. L'IDPS, pourtant, l'a J'allais fait même commenter tuer. sur la question. Non, on n'a rien à voir avec Samarou, sa vie, en tout cas, on n'a rien à voir. Voilà. Il a plutôt à voir avec l'institution de la République, pas avec une entité privée comme l'UDPS. Voilà, de la mort à la résurrection, c'est pas chose facile. Et Kabila a su le démontrer. On se retrouve à la prochaine occasion avec la même dose. Portez-vous bien.